Ça me fait vraiment plaisir de vous donner un Midi Science. Donc, on va parler de chrysomètre du haricot. La chrysomètre du haricot, son nom scientifique, c'est Serotoma trifurcata. C'est un coléoptère qui est natif d'Amérique du Nord et qui a été décrit pour la première fois en 1771 comme un ravageur du canola. Avec l'augmentation des superficies cultivées de soya, c'est un insecte qui s'est adapté à cette culture. Et les plantes hôtes, à l'heure actuelle, sont principalement les légumineuses. On va parler de soya, de haricots, du trèfle, de la luzerne. Donc la larve a une forme allongée, environ 10 mm de long. Elle se développe dans la terre au niveau des racines, grignote les racines. Et l'adulte, lui, va émerger. Donc soit elle va hiberner sous forme d'adulte, sortir et coloniser les champs de soya. Et elle, on va la reconnaître, c'est vraiment un petit coléoptère de 3,5 à 5 mm avec un patron de 4 points sur le dos et un triangle, en fait, qu'on peut voir juste ici. Il y a une très grande variabilité de la couleur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le triangle qu'on peut apercevoir ici est partout, quel que soit le patron de points qu'on a sur le dos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour les identifier. Donc son cycle biologique, c'est l'adulte qui va passer l'hiver et au printemps, elle va sortir des boisés pour aller s'installer dans les champs de soya, les premiers champs de soya. Ici, elles vont se reproduire au niveau du soya, elles vont pondre à la base des plants, donc un œuf. Par la suite, on va avoir le développement larvaire qui va grignoter les racines. Par la suite, on va avoir un stade pupe et l'adulte va émerger plus tard dans la saison. Donc, c'est environ 35 à 40 jours entre la ponte et l'émergence de la première génération. Et par la suite, cette nouvelle génération, elle, va se nourrir des feuilles et des gousses qui va causer des dommages aux plants de soya. Ensuite, à la fin de l'été, ou quand le soya va commencer à mourir, les adultes vont retourner dans les boisés pour passer l'hiver. Et on n'a qu'une seule génération au Québec. Plus on descend dans le sud des États-Unis, plus on peut avoir 2 jusqu'à 3 générations estivales. Donc, au niveau des dommages à la culture, on va avoir 3 principaux types de dommages. Le premier, c'est les dommages par défoliation. Le deuxième, ça va être des dommages au niveau des grignotements des gousses. Donc, comme on peut voir ici, vraiment, des gousses très grignotées. On va avoir une perte de qualité du grain qui va être en lien avec ces grignotements. Et on peut aussi avoir une perte de rendement et de qualité du grain par la transmission du virus de la marbrure des gousses du haricot, qu'on appelle en anglais le bean pod mottle virus, et donc qui sera sous l'acronyme de BPMV. Donc, au niveau des pertes de rendement excusez, les dommages par défoliation, on a vraiment peu de données dans la littérature concernant les pertes de rendement en lien avec la défoliation. Il y a eu des études qui ont été faites où là, on simulait, c'est-à-dire que c'était des personnes qui enlevaient vraiment des feuilles manuellement pour voir justement à quel point la défoliation pouvait impacter le rendement du soya. Donc, des défoliations qui étaient faites entre le stade V1 et V3, on parle de 12% de perte de rendement avec 68% de défoliation. Donc, quand on enlève beaucoup de feuilles, on n'a pas forcément des grosses pertes de rendement. Quand on fait les mêmes choses au stade R1 et R4, on peut avoir des pertes de rendement à partir de 50% de défoliation. Et tout ça, ça souligne que le soya est quand même très résilient en début de saison à la défoliation. Il va compenser en fait par la pousse de nouvelles feuilles et on va avoir une sénescence qui peut être aussi retardée pour compenser. Ensuite, au niveau de la qualité du grain, là, ça va être en lien avec les grignotements sur les gousses. On peut avoir donc des blessures directes qui va causer des portes d'entrée pour les bactéries et les champignons, et donc on peut avoir un développement de maladie au niveau de ces gousses. Donc le grain peut être aussi plus exposé à l'humidité ou à la sécheresse, ce qui peut causer des grains tachés à l'intérieur des gousses. Et la chrysomèle a aussi la capacité de grignoter vraiment au niveau du pédoncule, et là on va avoir des gousses qui vont tomber à terre, et donc on peut avoir une perte de rendement en lien direct avec ces grignotements. Finalement, la perte de rendement la plus importante va être en lien avec le virus transmis par la chrysomèle. Donc, c'est un excellent vecteur pour ce type de virus. C'est une problématique qui est très importante aux États-Unis. Ce virus est présent en Ontario. Il a été rapporté en 2002-2003. Et les pertes de rendement peuvent être très variables. On parle de 3% jusqu'à 60% de perte de rendement quand il y a une infection par ce virus. Et cette perte de rendement va être en lien direct avec la variété. Donc, il va y avoir des variétés qui vont être plus sensibles au virus que d'autres. Ça va dépendre du moment de l'infection. Plus l'infection a lieu tôt en saison, plus le virus peut se multiplier dans la plante, puis plus on va avoir un impact sur le rendement. Et finalement, on peut aussi avoir des effets synergiques quand on a 2 virus qui sont inoculés dans la plante. Dans le cas d'une co-infection avec le soybean mosaic virus, on parle de 66 à 86% de perte de rendement. La chrysomèle peut être aussi porteuse d'autres pathogènes, comme des champignons, notamment Phomopsis. Donc, il y a différents seuils d'intervention qui sont rapportés dans la littérature en fonction du stade de croissance.
Donc, vraiment les premiers stades d'émergence, donc VE à V2, là, on va compter le nombre de chrysomèles. Donc, 16 chrysomèles par 30 cm de rang, ce qui est l'équivalent d'à peu près 52 chrysomèles par mètre linéaire de soya. Ou alors, de 20 à 30% de défoliation, ce serait un seuil qui justifierait une intervention phytosanitaire. Ensuite, de V3 à R1 ou pré-floraison, c'est 30 à 50% de défoliation. De R1 à R4, donc pendant la floraison, 15 à 30%. Le soya est beaucoup plus sensible au moment de la floraison, donc le seuil de défoliation diminue, 15 à 30%. Et de R5 à R7, donc vraiment au niveau du développement des gousses, maturation des gousses, 25% de défoliation ou 10% de gousses endommagées. Et bien sûr, la présence active de chrysomètre du haricot si on veut faire une intervention phytosanitaire. Il y a un autre seuil qui a été développé par l'Université de Purdue qui, lui, va prendre en compte le nombre moyen de chrysomèles qu'on a dans le champ, mais aussi le pourcentage de dommages aux gousses. Et en fonction des résultats qu'on a, on a un tableau dans lequel on peut savoir s'il faut intervenir, continuer le dépistage ou au contraire arrêter le dépistage. Donc c'est un seuil qui est pas plus fin, mais qui est plus pertinent à utiliser. Donc la situation au Québec au niveau de la chrysomèle du haricot, c'est un insecte qui est émergent. On a très peu de données au Québec. En 2018, on a eu quelques dommages qui ont été rapportés au RAP Grande Culture. Par la suite, en 2019, les dépistages ont été amorcés par le RAP Grande Culture et en 2020, on a appliqué pour avoir un projet justement documenté un peu plus au niveau de la chrysomèle du haricot, mais on a très très peu de données. Les populations sont importantes dans certains champs et on a quelques interventions qui sont effectuées, notamment en Montérégie-Ouest. Et par contre, c'est ça, on n'a pas de méthode de dépistage pour la chrysomèle du haricot et on n'a pas de seuil d'intervention spécifique au Québec. Donc l'idée du projet, c'était vraiment de venir documenter, développer une méthode de dépistage de la chrysomèle du haricot, documenter l'impact sur le rendement, mais aussi sur la qualité du grain. Donc là, on faisait de la collecte de plants pour savoir si on a la présence du virus au Québec, mais aussi on faisait des prises de rendement pour voir l'impact sur la qualité du grain en fin de saison. On avait un volet dans lequel on veut établir un seuil économique au-delà duquel on a des pertes de rendement ou une perte de la qualité du grain. Et finalement, on a voulu vérifier l'impact des traitements de semences insecticides en début de saison et voir la répercussion que ça pouvait avoir sur la génération durant l'été. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des trois points qu'on voit à l'écran. Donc, tout d'abord, pour la méthode de dépistage, on a, sur une période de 3 ans, on a dépisté 38 champs entre 2020 et 2022. Pour ces dépistages, on faisait trois dépistages en début de saison, AVC, V1 et V2, dans lequel on regardait la défoliation des plants, mais aussi le nombre de chrysomèles. Et par la suite, on faisait trois dépistages plus tard en saison, donc au stade R3, 4, R5 et R6, 7, dans lequel on regardait le nombre de chrysomèles, le pourcentage de défoliation et aussi le pourcentage de dommages aux gousses. L'idée derrière ça, c'était de savoir si on pouvait développer une méthode de dépistage de début de saison pour prédire qu'est-ce qui allait se passer en fin de saison et pouvoir déterminer quand une intervention était nécessaire. Je vous présente les résultats des dépistages de début de saison, donc VC à V3, 4. Donc là, c'est l'observation de chrysomèles par mètre linéaire. On a les différents stades pour lesquels on a fait le dépistage. Et ici, on a la densité de chrysomèles, donc le nombre de chrysomèles. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ici, le seuil d'intervention qui est de 16 chrysomèles par 30 cm de rang, il est jamais atteint au Québec. Les abondances de chrysomèles du haricot en début de saison dans les champs de soya sont très très faibles et on est très très loin des seuils d'intervention. Le maximum qu'on a obtenu, c'est en 2021 à Saint-Urbain 1er, en Montérégie-Ouest, où on avait 0,95 chrysomèles par 30 cm de rang, ce qui est 16 points inférieur au seuil d'intervention. Donc pas d'inquiétude au niveau de la chrysomèle en début de saison. Si on regarde les pourcentages de défoliation, donc même chose, on a les différents stades, le pourcentage de défoliation. Le seuil, on parlait de 20 à 30% de défoliation. Encore une fois, la majorité des dépistages sont bien en dessous des seuils d'intervention. On a quelques sites pour lesquels on est dans le seuil d'intervention, mais encore là, ça concerne très très peu de sites. Et pour rappel, le soya est très résilient en début de saison. Donc encore une fois, est-ce que c'est nécessaire d'intervenir quand on a des défoliations qui arrivent à ce niveau? Pas forcément certain. Et juste pour souligner, on avait 80% des sites qu'on a suivis qui étaient en dessous de 10% de défoliation, qui est 2 fois inférieur au seuil d'intervention. Donc, les dépistages de début de saison sembleraient facultatifs parce qu'on n'a pas des quantités trop fortes de chrysomèles du haricot. Maintenant, quand on regarde plus en fin de saison, donc au niveau de la maturité des gousses, etc., donc entre R3, 4 et R6, 7, ici, c'est le pourcentage de défoliation, c'est 25% le seuil d'intervention, et on voit que la défoliation n'atteint jamais le seuil d'intervention. Donc là, on se pose la question, on a 71% des sites qui présentent moins de 10% de défoliation, et là, la question se pose à savoir, est-ce que la défoliation est un bon indicateur pour justement
prendre des décisions quant à une intervention pour la chrysomèle du haricot. Par contre, quand on regarde le nombre de chrysomèles qu'on a dépistés par filet fauchoir en fin de saison ou le pourcentage de gousses endommagées aux différents stades, et là, on se rend compte qu'on atteint plus facilement les seuils. Donc ici, c'est le seuil de 4 à 7 chrysomèles par coup de filet fauchoir. C'est le tableau de l'Université de Purdue où on prend le nombre de chrysomèles, mais aussi le pourcentage de défoliation. Donc là, on a quand même pas mal de sites pour lesquels on est dedans, où on dépasse le seuil d'intervention. Et la même chose au stade, plus tard en saison, R6-7, dans lequel on peut dépasser le pourcentage de gousses grignotées. Donc là, l'abondance peuvent dépasser les seuils. On a des faibles dommages aux gousses au stade R3 à 4 ici. Donc là, on suppose que c'est un dépistage qui est trop tôt dans la saison, qui coïncide en général avec l'émergence de la première génération. Il vaut mieux mettre les efforts dans le dépistage plus tard en saison que trop tôt dans la saison. Donc, qu'est-ce qu'on recommande comme méthode de dépistage? Simplement d'annuler les dépistages en début de saison et de plutôt mettre tous les efforts dans les dépistages qui seront entre le stade R5 et le stade R7. À la fin de la saison, on a quand même pris des échantillons de récolte dans tous ces champs suivis. On voulait voir si on pouvait corréler le pourcentage de grains endommagés avec les gousses endommagées ou le nombre de chrysomèles. Donc là, je vous présente les résultats pour 2021. On voit qu'en Montérégie-Est, on a des valeurs qui sont relativement faibles. Par contre, en Montérégie-Ouest, là où on a des fortes quantités de chrysomèles, on peut avoir des proportions de grains tachés qui augmentent, qui sont assez élevées. Donc là, on a voulu essayer de tout corréler ensemble pour voir si on trouvait des corrélations. Donc là, on a regardé la relation entre les grains tachés et la défoliation. On n'a trouvé aucune corrélation significative. Donc encore une fois, ça donne un indice comme quoi la défoliation, c'est pas forcément un bon indicateur pour la chrysomèle du haricot. Ensuite, on a regardé la relation entre les grains tachés et la densité de chrysomèle. Et donc, on a trouvé des corrélations positives entre le pourcentage de grains tachés et la densité de chrysomèle au stade R6-7. Donc là, c'est intéressant parce que en dépistant nos chrysomèles, on est capable de prédire combien de grains tachés on pourrait avoir en fin de saison. Et même chose, on a mis en relation le pourcentage de grains tachés avec les dommages aux gousses. Et encore une fois, on a des corrélations significatives positives entre ces deux valeurs. Alors, beaucoup au stade R5, un peu moins à R6-7, mais encore une fois, on a des bonnes corrélations. Donc, on pourrait prédire, basé sur le pourcentage de grignotement, ça va être quoi le pourcentage de grains tachés en post-récolte. Et encore une fois, tout ça, ça suggère que dépister en fin de saison les deux variables, gousses endommagées et nombre de chrysomèles, ça va être pertinent pour faire le suivi de la chrysomèle du haricot. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'une part, c'est qu'on n'a pas de relation entre le début et la fin de saison. Donc, on ne peut pas prédire d'avance, mais faire un suivi en fin de saison, c'est pertinent. Les dépistages en début de saison sont facultatifs. Les abondances de chrysomèles au Québec sont trop faibles pour justifier un suivi. Et les défoliations, qui peuvent parfois être proches du seuil d'intervention, c'est pas très grave parce que le seuil est quand même très résilient à la défoliation. Les dépistages à R3-4, c'est trop tôt, ça coïncide avec juste l'émergence. Donc la chrysomèle sort de terre, elle va commencer à se nourrir. On va les dépister, mais on va avoir des dommages qui vont être trop faibles pour justifier des dépistages au stade R3-4. Et donc, on recommande vraiment de faire les dépistages entre le stade R5 et le stade R7, où là, on va suivre le nombre de chrysomèles et le pourcentage de gousses endommagées. Par contre, ce qui nous reste toujours à faire, c'est de travailler sur la validation des seuils d'intervention au Québec, qui vont être basés sur l'abondance de chrysomèles et les dommages aux gousses. Et tout ça en lien avec les maladies, parce qu'on sait que ça peut transmettre des maladies. Et il y a énormément de traitements insecticides qui sont faits aux États-Unis en lien avec la transmission du virus, qui est pas forcément pertinent ici. Et donc, on a un projet en collaboration avec Tania pour voir justement l'impact de la chrysomèle dans la transmission des virus ou des maladies aux grains. Donc ensuite, on a fait aussi, dans un deuxième volet, on a fait un dépistage, on voulait voir la qualité dans les champs dans lesquels on faisait les dépistages, donc savoir si on avait la présence du virus ou encore de maladies en lien avec la chrysomèle. Donc en début de saison, on a fait des prélèvements de plantes qu'on a envoyés au laboratoire pour détecter la présence de virus. Et donc ça, c'était pour avoir l'état initial en fait de champ. Est-ce que quand on sème le soya, c'est déjà porteur de virus ou pas, ou est-ce qu'on a un champ qui est clean, il n'y a pas de problème? Et en fin de saison, on a refait la même chose, donc dans des champs dans lesquels on a eu des infestations de chrysomèles, c'est-à-dire c'est 7, on renvoie des feuilles et des gousses et on détecte, donc on envoie tout ça au laboratoire et on a détecté, on demandait à faire le test pour 3 virus potentiellement transmis par la chrysomèle et sur 2 champignons, Sclerotinia et Phomopsis. Donc on a 30 champs qui ont été dépistés entre 2020 et 2022 et sur tous les échantillons qu'on a envoyés, il y en a 3 qui sont revenus positif au BPMV en 2021.
Donc là, c'est un peu inquiétant. On a décidé de faire des échantillonnages supplémentaires, donc un mois plus tard, sur un plus grand nombre de plantes pour essayer justement d'affiner en fait notre détection. Et tous les résultats en fait sont revenus négatifs au BPMB, même si c'était positif en début de saison. Plus tard en saison, on a refait des échantillonnages de feuilles et des gousses. Encore une fois, c'est revenu négatif au virus. Et on a même prélevé des grains qui étaient tachés, qu'on a envoyés en détection pour voir si c'était en lien avec le virus. Encore une fois, tout est revenu négatif au BPMB. Donc en conclusion, on suppose que c'est des faux positifs et qu'on n'a pas de virus au Québec. Et parmi tous les échantillons, on en a un qui est revenu faiblement positif au virus de la mosaïque du haricot du sud des États-Unis, qui est le SBMV en 2022. Sinon, au niveau des champignons, on n'a pas trouvé de sclérotinia du tout dans les échantillons qu'on a envoyés. On a quelques 8 échantillons au total, dont 7 en 2022, qui sont revenus positifs pour Phomopsis. Donc là, ça peut être en lien avec la chrysomèle, ça peut être en lien aussi avec les dommages et la présence de spores dans les champs. Par contre, à la fin de chaque saison, on demandait quand même aux producteurs si eux avaient eu un déclassement de leur grain en lien avec la chrysomèle et on a eu aucun déclassement du grain qui a été rapporté dans les champs qu'on a suivis. Donc ça, c'était le deuxième volet. On avait un autre volet aussi dans lequel on voulait voir si les traitements insecticides foliaires étaient pertinents et rentables pour justement lutter contre la chrysomèle du haricot. Là, je vous présente un cas, on en a eu deux au total, mais je vous présente un cas, on a eu des résultats similaires entre les deux cas. Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie-Ouest. Là, on a fait une évaluation des chrysomèles, on a fait une évaluation de la défoliation et de la proportion des gousses endommagées avant et après traitement pour voir si justement on avait un impact. Et on a également fait des prises de rendement dans les zones qui ont été traitées et dans les zones non traitées pour voir si on avait une rentabilité suite à ce traitement insecticide. Donc le produit, c'est un produit qui est homologué contre la chrysomèle du haricot, Matador, qui a été utilisé à la dose recommandée. La date d'application, c'était au 13 août. On était au stade R5. On avait 5,8 chrysomèles par coup de filet fauchoir, ce qui est dans le seuil d'intervention. Par contre, la proportion de gousses endommagées était quand même relativement faible, mais ça a été fait en préventif dans le sens où on a beaucoup de chrysomèles, donc on s'attendait à ce que les pourcentages de gousses endommagées augmentent dans le champ. Et les gousses étaient vertes. Donc si on regarde, ici on a la ligne pointillée qui représente le traitement insecticide foliaire. En bleu, on a la zone non traitée. En orange, on a la zone traitée. Et donc notre pourcentage de défoliation avant traitement était similaire dans les deux zones qui ont été suivies. Par contre, après traitement, on voit que dans la zone non traitée, la défoliation a continué à augmenter, alors que dans la zone traitée, on a eu une stagnation de la défoliation. Quand on regarde le nombre de chrysomèles, même chose, on avait la même pression de chrysomèles dans la zone traitée, non traitée, avant traitement. Par contre, après traitement, le traitement a vraiment fait chuter les populations, ce qui peut expliquer pourquoi on a arrêté l'évolution de la défoliation. Si on regarde au niveau des gousses endommagées, avant, après traitement, on avait un niveau similaire de gousses endommagées. Par contre, quand on traite pas, on voit une augmentation. On est passé de 0,5 à 1% à presque 8 ou 9% de défoliation, alors que dans la zone où on a eu un traitement, les gousses endommagées ont arrêté les chrysomèles ont arrêté de grignoter les gousses. Par contre, quand on fait l'évaluation au niveau du rendement, on voit que dans la zone non traitée, on a un rendement qui est similaire à celui de la zone non traitée, voire même légèrement supérieur à celui de la zone traitée. Et donc, le traitement n'a pas été rentable pour la chrysomèle. Donc là, maintenant, on se pose toujours la question de savoir c'est quoi le réel impact de la chrysomèle du haricot. On voit des pourcentages de gousses endommagées, on voit de la défoliation. Pourtant, on n'a pas d'impact direct sur le rendement. Mais par contre, c'est ça, va falloir qu'on regarde en fait en termes de transmission de maladies. Plus on crée des portes d'entrée, plus on va avoir des maladies, plus on peut avoir des déclassements du grain, des grains tachés, déclassement du grain en lien avec ces maladies. Et finalement, on avait un dernier volet qu'on a fait ici au sérum où on voulait regarder l'effet des traitements de semences sur pour la gestion de la chrysomèle du haricot. Donc là, c'est une variété natto de soya qu'on a utilisée. Donc soya issu du même lot qui a été traité ou non traité en traitement de semences. On a lâché les chrysomèles dans les cages au seuil, donc 16 chrysomèles par 30 cm de rang. Et par la suite, on a fait une évaluation de la défoliation 2 semaines après le lâcher. Et plus tard en saison, on est aussi revenu voir pour faire une évaluation du nombre de chrysomèles, de la défoliation, mais aussi des dommages aux gousses pour voir si les traitements de semences qui fonctionnent sur la génération hivernante va diminuer la reproduction et donc on aurait moins de dommages plus tard en saison. L'effet du traitement de semences, on l'a observé seulement en 2022 pour les stades précoces. Donc si on regarde ici, on a le pourcentage de défoliation, on a les différents stades au moment de l'introduction.
Donc, entre les semences non traitées et les semences traitées, pas de différence significative, pas de différence, quel que soit le stade d'introduction entre VE ou VC jusqu'à V2. Par contre, en 2022, on voit que quand on utilise un traitement de semences, on a quand même une diminution de la défoliation. Quand c'est introduit tôt en saison, entre le stade VE, VC, V1, par contre, on n'a pas de différence significative à V2. Et en fait, dans la littérature, il y a des tests qui ont été faits de concentration d'insecticides dans les feuilles où on voit plus de différence après V2 entre une semence traitée et une semence non traitée. Là, encore une fois, les semences traitées auraient un impact vraiment au tout début de saison, mais après V2, on n'a plus d'effet du traitement de semences. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une répercussion en fin de saison? Parce que si on augmente la mortalité ici, qu'on diminue les dommages, on peut potentiellement avoir moins de reproduction, donc moins de chrysomèles de première génération. Par contre, quand on regarde en fin de saison, une évaluation de la défoliation en fin de saison, on n'a aucune différence significative entre les différents, entre le soya traité et non traité. Si on regarde la même chose sur le nombre de chrysomèles, ben on voit qu'au final, le traitement de semences a aucun impact sur les chrysomèles de première génération. Donc là, même si on a une réduction de la défoliation, on n'a pas d'effet sur les chrysomèles en fin de saison. Et au niveau des gousses endommagées, même chose. Entre les semences traitées et non traitées, on n'a pas de différence significative au niveau des gousses endommagées. Donc, est-ce que les traitements fonctionnent? Oui, pour la défoliation en début de saison. Par contre, il n'y a pas de pertinence à les utiliser puisqu'on n'a pas de répercussion sur la génération estivale et c'est elle qui va causer réellement les dommages au soya. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la chrysomèle est présente dans quelques régions au Québec. On a des importants foyers en Montérégie-Ouest dans lesquels on a des interventions phytosanitaires qui sont faites de temps en temps. Le seuil d'intervention aux États-Unis et de l'Ontario sont rarement atteints ici au Québec. Et donc, on a la préoccupation qu'on a, c'est réellement par rapport aux gousses endommagées en fin de saison. Le dépistage des chrysomèles et des gousses endommagées serait recommandé entre le stade R5 et R7, pas forcément en début de saison. Et finalement, on a montré qu'il y avait une absence de BPMV au Québec. C'est quand même présent en Ontario. Il faut quand même continuer à faire des tests pour savoir si le virus arrive, parce que dans ce cas-ci, ça va complètement changer la gestion intégrée de la chrysomèle du haricot. Les traitements de semences sont inutiles contre la chrysomèle du haricot dans notre contexte québécois parce qu'on a des faibles abondances de chrysomèles en début de saison. Et en plus de ça, on n'a pas d'impact sur la génération estivale. Finalement, les questions, les perspectives qu'on envisage pour la chrysomèle, c'est de déterminer son effet sur le rendement. Y a-t-il réellement un impact direct de la chrysomèle sur le rendement? Donc ça, c'est en cours d'analyse dans le cadre de ce projet. La rentabilité des traitements insecticides. Donc là, on a un nouveau projet qui a commencé pour documenter un peu mieux, à savoir si on utilise un traitement, est-ce que c'est rentable? Si on le fait un petit peu plus tôt avant que les dommages soient là, est-ce qu'on a un gain au niveau de la qualité du grain? Et finalement, de déterminer les seuils d'intervention, mais en prenant en compte la qualité du grain et pas forcément uniquement les pertes de rendement. Ça, c'est un projet qui est en collaboration avec Tania pour les 3 prochaines années. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au dépistage pendant les 3 ans. Les équipes du MAPAC aussi pour les tests de détection. On a également collaboré avec la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour nous faire le déclassement des grains. Et finalement, toute l'équipe du Sérum qui ont participé à mettre en place des essais et nos étudiants d'été aussi pour faire des évaluations. Et finalement, le MAPAC pour le financement primaire.